Henri VIII devint roi d'Angleterre en 1509. Il appartenait à la dynastie des Tudors. Les Tudors, c'était la famille qui sortit victorieuse de la guerre des Deux Roses. La guerre des Deux Roses, une terrible guerre civile qui vit s'opposer deux familles, les Tudors et les York, et décima la plus grande partie de la noblesse anglaise. Guerre civile d'autant plus tragique que la mère d'Henri VIII Tudor était une dame nommée Élisabeth d'York. Quoi qu'il en soit, c'est donc en 1509 qu'Henri VIII fut intronisé, à la mort de son père Henri VII. 2 jours après son intronisation, Henri VIII commença à exprimer son caractère cruel en faisant exécuter 2 ministres de son père. Par la suite, il décida qu'il allait épouser Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, qui avait été l'épouse de son propre frère Arthur, donc frère d'Henri VIII, lui-même décédé peu avant de maladie. Arthur avait été marié pendant 20 semaines à Catherine d'Aragon. Qui était Catherine d'Aragon? Catherine d'Aragon était la fille de ce qu'on a souvent appelé les rois catholiques, les rois d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique. Les rois catholiques qui se sont rendus célèbres, qui se sont fait connaître par ce qu'on a appelé la Reconquista, qui est notamment la prise de Séville et Tolède, et aussi, et surtout, le financement des expéditions de Christophe Colomb, qui se traduisirent par l'arrivée de celui-ci à Haïti en 1492, la première de ces expéditions. Catherine d'Aragon fut aussi la tante de Charles Quint. Charles Quint qui devint successivement l'allié et l'ennemi de Henri VIII à l'occasion des nombreuses guerres qui ensanglantèrent l'Europe à cette période et auxquelles fut également mêlé François Ier, roi de France. Tour à tour, l'un et l'autre, Henri VIII, François Ier, Charles Quint devenaient alliés ou ennemis selon les circonstances. Le mariage d'Henri VIII Tudor et de Catherine d'Aragon avait débuté sous des auspices très favorables. Malheureusement, cela ne dura pas, car Catherine d'Aragon n'arriva pas à donner à Henri VIII l'héritier mâle qu'il désirait. Catherine d'Aragon ne put offrir à Henri VIII qu'une fille, Marie. Cette Marie, née en 1516, deviendra en 1554 reine d'Angleterre pour 4 ans. Mais elle laissera à la postérité un très mauvais souvenir, car, catholique fervente, elle fit procéder à des répressions et des exactions extrêmement féroces vis-à-vis des gens qui ne partageaient pas sa religion. De ce fait, maints historiens lui ont attribué le surnom peu honorable de Bloody Mary, Marie la sanglante. Pour en revenir à Catherine d'Aragon, elle mit au monde 2 filles mort-nées, puis un fils nommé Henri. Malheureusement, ce jeune fils Henri mourut au bout de 7 semaines. Finalement, le seul enfant vivant né de l'union d'Henri Tudor et de Catherine d'Aragon fut cette Marie. Entre-temps, Henri VIII avait eu un enfant naturel avec une certaine dame, une dame de la cour, nommée Elizabeth Blount. Cet enfant naturel sera d'ailleurs reconnu. Il portera le nom de Henry Fitzroy, mais il mourra à l'âge de 17 ans. Le fait important à retenir, c'est que finalement, Henri VIII n'eut pas d'héritier mâle de Catherine d'Aragon, et cela lui causa un vif désagrément
à tel point qu'il décida de divorcer et de chercher une autre épouse susceptible de lui donner ce fils, ce futur roi officiel qu'il désirait tant. Il est cependant généralement admis qu'il ne se privait pas d'avoir de nombreuses maîtresses à cette époque-là, comme à d'autres, par ailleurs. Mais pour divorcer et se remarier, Henri VIII avait besoin de l'accord du pape, Clément VII. Or, le pape refusa de donner son autorisation. De ce fait, Henri VIII envoya en délégation auprès du pape son chancelier, le cardinal Wolsey, Thomas Wolsey. Wolsey avait pour mission d'essayer de convaincre le pape d'attribuer l'autorisation à Henri VIII de divorcer et de se remarier. Mais Thomas Wolsey échoua. De ce fait, il fut banni, puis par la suite exécuté. Il fut remplacé par un autre cardinal, Thomas More. Mais Thomas More fut jugé encore plus inefficace dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée que son prédécesseur, et donc Thomas More fut aussi exécuté, décapité. Le chancelier successeur fut Thomas Cromwell, et Thomas Cromwell, lui, réussit. Il réussit à donner satisfaction à Henri VIII grâce à une idée de génie. Il suggéra à Henri VIII de se passer tout simplement de l'autorisation du pape en créant une branche parallèle de l'Église catholique à laquelle lui-même et Henri VIII appartenaient. En gros, ils créèrent une déviation, une fille de l'Église officielle qu'ils appelèrent l'Église anglicane. Et le chef de cette Église anglicane fut évidemment Henri VIII. De ce fait, Henri VIII, étant chef de l'Église qui avait force de loi dans le pays, n'avait plus besoin de l'autorisation du pape. On peut noter que Thomas Cromwell ne fut pas vraiment récompensé puisque par la suite, il fut également décapité, mais pour d'autres raisons. Toujours est-il que Henri VIII eut donc satisfaction. Il pouvait divorcer et se remarier. Entre-temps, il avait fait la connaissance d'une dame dont il s'était épris, une certaine Marie Boleyn, dont il eut 2 enfants illégitimes. On n'est en fait pas vraiment sûr que ces 2 enfants illégitimes aient existé, mais disons, des rumeurs coururent à ce sujet. On peut aussi ajouter que les malheureux Thomas More, Thomas Cromwell et Thomas Wolsey ne furent pas les seuls à être décapités, puisque les activités religieuses et contre-religieuses d'Henri VIII déclenchèrent un fort mécontentement dans le pays, et notamment dans le nord d'Angleterre, où des révoltes eurent lieu, qui se traduisirent par une répression, une férocité inouïe. On dit que des vieillards et des enfants furent pendus. Contrairement à Henry Fitzroy, l'enfant illégitime né de la relation adultérine d'Henri VIII avec Elizabeth Blount, enfant qui mourra d'ailleurs à l'âge de 17 ans, les 2 enfants issus de la relation d'Henri VIII avec Marie Boleyn, eux, ne furent ni reconnus ni légitimés. On n'est d'ailleurs même pas sûr qu'ils aient réellement existé. Quoi qu'il en soit, c'est en fait avec la sœur de Marie Boleyn, Anne Boleyn, que finalement Henri VIII eut une relation plus persistante, et c'est elle qu'il décida d'épouser. Du fait qu'Henri VIII, sur les conseils de son chancelier Thomas Cromwell, avait organisé un schisme de l'Église officielle et avait réussi à créer une filiale de l'Église officielle nommée Église anglicane, dont il était lui-même le chef, le divorce d'avec Catherine d'Aragon et le remariage
avec Anne Boleyn ne posait plus aucun problème. On peut dire noter que Thomas Cromwell, qui avait été à l'origine donc de ce schisme et qui avait donc procédé au souhait d'Henri VIII de pouvoir divorcer et se marier, n'en fut pas récompensé puisqu'il fut décapité. Mais cela, c'était plutôt dû à l'action de quelques nobles jaloux, envieux de l'importance qu'il avait prise auprès du roi. Toujours est-il que Henri VIII, donc, put épouser Anne Boleyn. Le mariage eut lieu en 1533. Entre-temps, Catherine d'Aragon, qui refusait le divorce, avait été bannie et puis elle était entrée au couvent. 3 ans plus tard, elle mourra de chagrin probablement en 1536. Malheureusement, avec Anne Boleyn, cela se passa également mal. Et Anne Boleyn ne put pas davantage offrir à Henri VIII d'héritier mâle. En fait, elle fit de nombreuses fausses couches. Elle eut cependant un enfant de sexe féminin qu'elle nomma Élisabeth. Élisabeth, comme le même prénom que celui de la mère d'Henri VIII, Élisabeth d'York. Cette Élisabeth deviendra par la suite Élisabeth Ière. Élisabeth Ière d'Angleterre, et elle aussi se fit connaître par des actes assez cruels, et notamment la décapitation de Marie Stuart, reine d'Écosse. Pour en revenir à donc Anne Boleyn, le fait qu'elle ne put offrir à Henri VIII d'héritier mâle et connut malheureusement de nombreuses fausses couches, fit que rapidement Henri VIII s'en désintéressa. Et non seulement il s'en désintéressa, mais il la fit même décapiter. Il la fit décapiter, ainsi d'ailleurs que son frère, sous de faux prétextes, adultère et inceste. Les mœurs de l'époque étaient extrêmement cruelles. Selon certains historiens, un événement majeur fut à l'origine de la disgrâce d'Anne Boleyn. Cet événement, c'est une fausse couche, une de plus, qui survint en 1536. Or, quelques jours auparavant, un autre événement avait eu lieu. Cet événement, c'est une grave blessure occasionnée à Henri VIII lors d'un combat de joute. En 1559, donc un peu plus tard, dans des circonstances quasiment analogues, le roi de France, Henri II, trouvera la mort à l'occasion d'un combat de joute. Lui en mourut, mais Henri VIII, en 1536, suite à cette blessure occasionnée à la jambe, ne mourut pas, mais il restera atteint toute sa vie de cette blessure qui ne guérira vraiment jamais. Constamment, cette blessure va suppurer, elle va être à l'origine d'ulcères qui vont se développer, elle ne sera jamais correctement soignée et il va en souffrir énormément. De plus, elle jouera un rôle important sur la dégradation de sa santé mentale et surtout physique. Il faut savoir qu'à l'origine, Henri VIII était un bel athlète qui mesurait 1,88 m, ce qui était considérable pour l'époque. On dit que lorsqu'il rencontra pour la première fois François Ier, il le défia en combat singulier, combat de lutte gréco-romaine. Et il faut savoir que François Ier était lui-même aussi un homme de très grande taille, un athlète, donc par rapport aux critères de sa génération. Malheureusement donc, cet événement, cette blessure donc obtenue lors d'un combat de joute, joua un rôle funeste dans la suite de la carrière aussi bien de lui-même que de Anne Boleyn, puisqu'on pense que psychologiquement atteinte, Anne Boleyn donc fut victime en quelque sorte d'une nouvelle fausse couche qui entraîna
sa disgrâce. De ce fait, quasiment le lendemain de sa décapitation, eh bien, Henri VIII se fiança à une autre femme qu'il avait repérée, une ancienne dame de compagnie d'Anne Boleyn, nommée Jane Seymour. Il semble qu'il ait réellement été bien épris de cette Jane Seymour et il en eut un fils. Malheureusement, ce fils, Édouard, qui deviendra par la suite Édouard VI, ne connut jamais sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, Jane Seymour, mourut lors de l'accouchement. Édouard, le fils de Jane Seymour et d'Henri VIII, naquit en 1537. Il ne connaîtra donc jamais sa mère. C'est en 1547, 10 ans plus tard, que Henri VIII va mourir. À ce moment-là, Henri VIII, dont la santé s'était fortement dégradée suite à la blessure qu'il avait reçue quelques années auparavant lors d'un tournoi et qui n'avait jamais vraiment guéri, Henri VIII, donc, était devenu obèse. Il pesait 178 kilos, ce qui était énorme par rapport à sa taille. Et donc, il mourut du fait de cette maladie, donc en grande partie. Le jeune Édouard, donc en 1547, pratiquement à l'âge de 10 ans, fut couronné roi, intronisé. Malheureusement, il ne va pas régner longtemps, car 6 ans plus tard, en 1553, il va mourir de maladie, lui aussi. D'ailleurs, durant ces 6 années, le pouvoir, la réalité du pouvoir fut exercée par un conseil de régence dirigé par un oncle du jeune Édouard VI, un frère de Jane Seymour. Un an plus tard, donc en 1554, c'est Marie, la demi-sœur d'Édouard VI, Marie surnommée Marie la Sanglante, qui va exercer pendant 4 ans le titre de reine, la fonction de reine d'Angleterre. Ensuite, ce sera Élisabeth Ier. Jane Seymour, la reine bien-aimée, était donc morte en octobre 1537. Toujours obsédée par l'idée d'assurer sa succession et de donner un roi à l'Angleterre après sa mort, qui serait son fils, Henri VIII ne pouvait rester longtemps sans chercher à trouver une autre épouse. Mais bien entendu, il lui fallait pour reine une dame d'un certain rang. Sur les conseils de son conseiller, le chancelier Thomas Cromwell, qui n'avait pas encore été décapité à cette époque-là, Henri VIII s'intéressa à une princesse de langue allemande, d'un petit état allemand, Anne de Clèves, Anne von Clèves, qui était la sœur du duc de Clèves, un personnage qui régnait sur donc un petit état qui avait l'avantage d'être en conflit assez permanent, assez régulier avec le cousin d'Henri VIII, en l'occurrence l'empereur Charles Quint. Henri VIII était constamment en conflit, soit avec Charles Quint, soit avec François Ier, soit avec les populations du nord de l'Angleterre et surtout de l'Écosse, qui étaient donc en rébellion permanente. Tout ceci coûtait très cher au royaume, qui était quasiment en état de ruine permanente au niveau de ses finances. Toujours est-il que Henri VIII, bien entendu, n'était pas homme à se satisfaire d'une reine qui ne fût pas d'une beauté extrême. Aussi, ne pouvant se déplacer lui-même du fait de son état physique qui commençait à se dégrader, et aussi du fait qu'il était très occupé par ces guerres, ces situations militaires coûteuses et souvent stériles d'ailleurs, eh bien, il ne pouvait se déplacer en Allemagne pour voir de visu cette fameuse
Anne de Clèves. Il délégua donc son peintre favori, Hans Holbein, pour aller dresser un portrait de cette demoiselle qui l'intéressait. La particularité de Hans Holbein est qu'il avait toujours tendance à enjoliver ses portraits. Et cela, Henri VIII le savait, puisque lui-même avait choisi comme portraitiste officiel de sa propre personne le même Hans Holbein. À cause justement de ce fait-là, il savait que Hans Holbein allait laisser à la postérité un portrait de lui-même très avantageux. Quoi qu'il en soit, le portrait que lui présenta Hans Holbein de cette Anne de Clèves le satisfit très suffisamment, puisqu'il décida de procéder au mariage. Anne de Clèves vint en Angleterre, mais dès le premier abord, eh bien, Henri VIII dut déchanter et il s'aperçut que la dame en question, finalement, ne lui plaisait pas beaucoup. Malgré tout, le mariage eut quand même lieu. On pense qu'il ne fut pas consommé, mais peu de temps après, le mariage fut annulé. Pour une fois, Henri VIII se révéla beau joueur. Il congédia la dame en lui faisant don de cadeaux somptueux, notamment une superbe résidence en Angleterre. Entre-temps, il s'était intéressé à une dame de compagnie d'Anne de Clèves, une certaine Catherine Howard, une jeune femme qui avait 30 ans de moins que lui. Cette dame lui plut énormément. Le mariage eut lieu donc 6 mois après celui d'Anne de Clèves, donc en juillet 1540. Malheureusement, ce mariage lui non plus ne dura pas, car très vite des rumeurs persistantes furent propagées, annonçant que Catherine Howard entretenait une liaison adultère avec un nommé Culpeper, un courtisan de la cour, et que par ailleurs elle utilisait comme secrétaire personnel un ancien amant. Ceci déplut fortement à Henri VIII, qui entra dans une rage folle et décida de prendre des mesures d'une férocité inouïe. Catherine Howard fut décapitée, comme Anne Boleyn, et les deux jeunes hommes qui étaient suspectés, probablement à juste titre d'ailleurs, d'avoir profité de ses charmes, furent émembrés, éviscérés. La sixième et dernière épouse d'Henri VIII fut Catherine Parr. Catherine Parr va exercer une influence très bénéfique et positive sur le roi, calmant notamment ses ardeurs guerrières et sa propension naturelle à exprimer son tempérament, son caractère cruel. Il est vrai qu'à cette époque, Henri VIII commençait à être assez diminué physiquement. D'ailleurs, il va mourir 4 ans plus tard. Le mariage avait eu lieu en 1543, le roi va mourir en 1547. C'est alors le jeune roi Édouard VI qui va être appelé à monter sur le trône, mais il n'aura alors que 10 ans. Donc, de fait, la réalité du pouvoir va être exercée par une régence dirigée par un oncle du jeune roi Édouard VI, qui sera donc un frère de l'ancienne reine, malheureusement décédée, Jane Seymour. Malheureusement, le jeune roi Édouard VI va mourir à l'âge de 15 ans, entre 15 et 16 ans, et c'est donc sa demi-sœur Marie qui sera surnommée Bloody Mary, qui va monter sur le trône en 1554 pour 4 ans. Ce sera ensuite l'autre demi-sœur, Élisabeth Ier, qui en 1558 va prendre la relève. Le règne d'Élisabeth va être particulièrement long, 45 ans.
La dynastie des Tudors ne va pas lui survivre. Mais ce qui va survivre, c'est la puissance de l'Angleterre qui va être forgée par Élisabeth Ier. Élisabeth Ier va en effet creuser les bases et les fondations de la future fortune de l'Angleterre. Élisabeth Ier va vite comprendre que c'est sur mer que va s'imposer cette puissance. Elle va désigner l'ancien pirate Francis Drake comme chef de l'expédition de circumnavigation qui aura lieu en 1577. En fait, elle va durer 3 ans. Cette opération de circumnavigation fut le deuxième tour terrestre maritime qui survint 55 ans après celui de Magellan. Tour terrestre, donc tout autour de la Terre en passant par le cap Horn et en revenant par le cap de Bonne-Espérance. Ensuite, elle va nommer ministre cet ancien pirate, Francis Drake, pour le récompenser d'avoir dispersé ou d'avoir détruit la Grande Armada. La Grande Armada, c'était l'immense flotte envoyée par le roi d'Espagne, Philippe II, immense, énorme flotte envoyée à la conquête de l'Angleterre, censée opérer un débarquement. Mais l'ancien pirate Francis Drake réussit à disperser, à détruire cette énorme flotte, aidée en partie, il faut le dire, par une miraculeuse tempête. Quoi qu'il en soit, cette fortune donc créée, cette fortune maritime dont les bases furent semées, plantées par Élisabeth Ier, va assurer la puissance, la fortune de l'Angleterre pendant plus de 3 siècles. Elle va permettre au pavillon britannique, celui qu'on va appeler par la suite l'Union Jack, de flotter sur les 7 océans et sur tous les continents pendant plus de 3 siècles. Cette immense force navale va constituer ce qu'on a appelé les fameuses murailles de bois. Les murailles de bois, ce sont tous ces vaisseaux qui vont protéger Londres et l'Angleterre de toute attaque extérieure. Ils vont faire de l'Angleterre une forteresse inexpugnable et aucune force étrangère ne pourra jamais débarquer sur le sol britannique, notamment l'expédition qu'avait tenté Napoléon en 1802 sera vouée à l'échec. Ces fameuses murailles de bois au temps de Trafalgar en 1805, sous la direction de l'amiral Horatio Nelson, se compteront au nombre de 691.